Donc, avant de laisser la place à Maître Verger, je vais vous donner là, un bref résumé afin de le présenter. Donc, Maître Verger est avocat et agent de brevet et marque de commerce chez Brouillette et Associés. Il est avocat conseil à cet endroit depuis 2011, où il pratique en droit du cyberespace et des technologies de l'information, vie privée et propriété intellectuelle. Il est également cofondateur de VOD2, où il agit comme président et chef de la direction depuis août 2012. Il a également, en 2007, fondé eRisk, qui est le premier cabinet multidisciplinaire québécois spécialisé en droit du cyberespace, risques et technologies de l'information. Maître Verger est l'auteur du chapitre sur les dimensions légales et éthiques de l'ouvrage intitulé « Gouvernance, audit et sécurité de l'information » qui a été publié aux éditions CCH. Il est également détenteur d'un baccalauréat en économie et en espagnol de l'Université Concordia, d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a également fait des études de deuxième cycle en droit à l'Université McGill. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Maître Verger. Merci. Merci pour cette présentation. Alors, tout le monde m'entend bien? Oui? OK. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la loi anti-pourriel canadienne. Je ne sais pas, je vais poser une petite question avant de commencer. Combien il y en a parmi vous que le pourriel, le spam représente encore aujourd'hui, en 2013, un problème? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? OK, quand même, on en a 5-6. Donc, je crois que pour la plupart d'entre nous, le problème du pourriel a été réglé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez comme service de courriel, mais moi, personnellement, je peux peut-être compter un spam par semaine ou par 2 semaines quand il réussit à passer à travers les filtres de la compagnie que j'utilise. Donc, c'est relativement bien géré aujourd'hui, que ce soit avec les gros fournisseurs de services Internet qu'on connaît ou en entreprise. En général, le pourriel ne cause pas vraiment de problème à l'utilisateur comme tel. Donc, on se demande pourquoi aller adopter, mettre en vigueur une loi anti-pourriel quand, dans le fond, aujourd'hui, peut-être que c'est réglé. Alors, avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment ça se fait que le Canada est le dernier pays du G8 à adopter une telle loi, et la loi n'est pas encore en vigueur, puis ça risque de prendre un bon bout de temps avant qu'elle devienne. Donc, on se demande, mais pourquoi faire ça maintenant? Pourquoi on a attendu? Puis, en bout de ligne, ça sert à quoi exactement? Et pour finalement regarder un peu que la loi anti-pourriel est beaucoup plus large, en fait, que simplement l'anti-pourriel. D'ailleurs, j'irais peut-être même jusqu'à dire que l'aspect anti-pourriel, c'est le moins inquiétant de cette loi-là. Par contre, les autres dispositions de la loi qui permettent d'autres choses et qui interdisent d'autres choses sont beaucoup plus inquiétantes, puis je vais essayer de les aborder avec vous aujourd'hui. Alors, pour faire un historique, ça commence aux alentours de 2004. 2004, un groupe de travail qui a été mis sur pied. Dans ce temps-là, tout le monde était en train d'adopter, si ce n'était déjà fait. Vous allez voir que les autres juridictions avaient déjà adopté des lois avant ça. Et donc, le groupe de travail du gouvernement canadien a commencé à se pencher sur la question. En 2005, ils ont produit un rapport, Freinons le pourriel, créer un Internet plus fort et plus sécuritaire, donc avec des recommandations. Et là, la machine législative s'est mise en marche. Et en 2005, le sénateur Olivier a proposé le projet de loi S-235 qui, malheureusement, est mort au feuilleton, ainsi qu'une reprise en 2008. Vous vous rappelez bien sûr en 2005 qu'est-ce qui s'est passé, donc l'élection
changement de gouvernement et tout, les projets de loi, ils s'arrêtent et puis s'ils n'ont pas été adoptés, bien, on les revoit plus. Donc, ils sont représentés plus tard par les nouveaux gouvernements. Ce qui s'est passé ici avec le sénateur Goldstein, avec S-220 en 2008, et on sait qu'est-ce qui s'est passé, bien entendu, également en 2009 avec l'élection, si je ne me trompe pas, à la fin de l'année. Et donc, le ministre Clément avait un projet de loi sur la table, donc il était proposé la loi pour la protection du commerce électronique. Ça également, c'est mort au feuilleton grâce ou à cause des élections qui ont eu lieu encore une fois, bien entendu. Et finalement, le gouvernement est revenu à la charge, ils ont appelé ça le C-28 et ça a été adopté, le projet de loi C-28, en décembre 2010. Et ça, c'est le titre officiel de la loi. Donc, pourquoi faire les choses simples quand on peut les faire compliquées? La loi visant à promouvoir l'efficacité et la capacité d'adaptation de l'économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l'exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la loi sur le Conseil. Puis là, bien, il y en a environ 3 ou 4 qui sont modifiés par cette loi au niveau fédéral. Donc, pas une seule virgule, bien entendu, dans le titre. Donc, ça devient un peu complexe à lire. C'est la fameuse loi qui a été adoptée et celle qu'on va traiter aujourd'hui. Par contre, une loi ne peut pas être mise en vigueur tant qu'on n'est pas capable de l'appliquer. Et pour cette raison, on adopte des règlements. Et là, on est dans le processus d'adoption des règlements, de la consultation publique, et ça dure depuis 2010. Et attachez-vous bien parce que ça risque de durer encore un petit bout de temps. À chaque année, on nous dit « ça y est, ça va se passer, ça s'en vient, la loi a été adoptée, le règlement est adopté, les consultations sont rentrées. » Tout d'un coup, pouf, on attend quelques mois, on modifie des choses, on ressort des modifications. Donc, c'est un peu dans le processus dans lequel on est. Il y a des règlements qui ont été adoptés. En 2012, mars, le CRTC a fait circuler un règlement. Il y a eu des consultations, ça a été adopté. Le règlement d'Industrie Canada, lui, a vu le jour en juillet 2011. Ce n'était pas satisfaisant. Il y a eu des consultations. Ils ont modifié, ils ont ajusté. Ils en ont ressorti un autre en 2013, en janvier 2013. Il y a eu les consultations jusqu'au mois de février. Toutes les consultations sont faites. Là, maintenant, là qu'on sent que la pression commence à monter et que les taux se resserrent sur les organisations canadiennes. Alors là, tout le monde se présente avec des avis, des consultations. Fait qu'il y a 250 compagnies, organismes, associations qui ont soumis des commentaires à la consultation. La première fois, il y en avait juste une trentaine. Donc, bien entendu, il faut les analyser, tous ces commentaires-là. Il faut modifier la réglementation, bien sûr, pour accommoder les acteurs dans le milieu. Et donc, c'est dans ce processus-là qu'on est. Normalement, on s'attend à ce que le règlement en tant que tel voit le jour cet été. Ça pourrait décaler un peu et possiblement la mise en vigueur l'année prochaine. On va y revenir un peu plus loin. Juste pour reculer un peu maintenant au niveau de la tendance, on voit ici, ça c'est au moment, ça c'est un extrait du rapport donc, qui a été soumis, le Frénon, le pourriel, en 2004-2005. Et à ce moment-là, on voit ici que le pourriel était en croissance. Ça représentait, ça a commencé là, en 2002 à 25 % du courriel pour se rendre jusqu'à 80 % et plus de tout le courriel qui circule. On va revenir à ça un peu plus loin, un peu plus tard. Mais on voit quand même à ce moment-là que les pays donc, du G8 adoptaient des lois. La directive, entre autres, européenne en 2002 sur la protection des renseignements et tout ça couvrait l'aspect des pourriels. La législation australienne, le fameux CAN-SPAM, le CAN-SPAM américain, Combating Act for... Attendez, on va s'en rappeler, là. Non-Solicited Pornography and Marketing, quelque chose comme ça. C'est l'acte, donc c'est l'antipourriel américain qui est en vigueur depuis 2003. Et si on revient maintenant, on se rapproche un peu plus. Est-ce que vous m'entendez toujours? J'aime pas ça, moi, rester collé sur le micro. Ah, OK, je peux faire ça. C'est mieux comme ça? D'accord. Ici, on a les statistiques de 2012. Par Cisco qui surveille tout ça au niveau mondial, on voit que la moyenne journalière des pourriels varie entre 95 milliards et 125 milliards de
courriels à tous les jours. Ça représente grosso modo environ 80-85 %. Ça monte et ça baisse. Ça, c'est en 2012. Et ça, c'est encore plus récent, donc mars 2013. Encore une fois, 100-150 milliards par jour de courriels, donc environ 80 %. Par contre, ben, moi, j'en reçois 1 ou 2 peut-être aux 15 jours. Donc, ça, c'est la problématique auquel on fait face. Maintenant, l'entrée en vigueur, la grosse question, c'est quand? Puis, forcément, je n'irai pas prédire rien parce que ça ne sert à rien, ça change tout le temps. Mais grosso modo, il y en a qui s'imaginent que ça va être en vigueur à la fin 2013. De façon réaliste, ça ne sera probablement pas avant Q3 2014, donc peut-être dans 1 an et demi environ. Et vous allez voir que même si ça tombe en vigueur en 2014, il y a des périodes de transition qui risquent de nous amener jusqu'en 2017-2018, avant qu'effectivement la loi soit complètement, avec toutes ses clauses, active. Donc, on va en reparler un peu plus loin de ça. Sanctions, rapidement. Alors, ouais, il faut voir qu'ici, ils ne sont pas allés de la main morte, contrairement à d'autres juridictions. On parle ici de personnes physiques, 1 million maximum, 10 millions pour les personnes morales, si vous envoyez un courriel non sollicité. La responsabilité des dirigeants et des administrateurs. Donc ça, on voit ça souvent quand c'est jugé important, c'est comme la TPS TVQ ou l'édition à la source. Donc, responsabilité des dirigeants également. Et un droit privé d'action, donc qui vient se joindre, bien entendu, aux aspects, entre guillemets, là, interdits, donc criminel par le gouvernement. Donc, il y a un droit privé d'action pour dédommagement prévu dans la loi avec des dommages déjà inscrits, 200 $ par courriel, jusqu'à un maximum d'1 million par jour, etc. Ceci étant dit, qui applique la loi contre la loi anti-pourriel, la loi canadienne anti-pourriel, c'est le CRTC pour ce qui concerne donc tous les aspects d'enquête, de mesures, de sanctions, de messages non conformes, modification des données de transmission, parce que vous allez voir, on va en parler un peu plus après, c'est pas seulement l'anti-pourriel, c'est également pour combattre donc l'installation de programmes sur les équipements informatiques sans l'autorisation, donc le consentement requis pour l'installation des logiciels, l'interdiction de modifier les données de transmission, l'interdiction d'aller chercher des adresses de courriel sur l'ordinateur de quelqu'un, donc pour faire du mailing ou pour aller, ou des choses comme ça. D'ailleurs, vous le voyez souvent, ceux qui utilisent les réseaux sociaux, des LinkedIn de ce monde, des Facebook, des Google, etc., Twitter, il y a toujours une facilité, une fonction pour aller gruger dans vos contacts personnels, de faire le lien, de vous dire qui dans vos contacts est déjà sur LinkedIn, etc. Donc, ça, c'est vraiment là, abordé par la loi également. Donc, on va en parler un peu plus loin de ça. Il y a le Bureau de la concurrence, qui rentre également là-dedans pour tous les aspects de pratiques trompeuses, bien entendu. C'est un autre des éléments donc, qui est repris par cette loi-là. L'interdiction donc de faire des représentations douteuses ou fausses dans les courriels, bien entendu, qui sont envoyés dans un objectif commercial. Et finalement, le commissariat à la protection de la vie privée canadien, qui est impliqué pour tout ce qui touche les renseignements personnels. Donc, quand on parle, bien sûr, d'aller chercher des adresses courriels ou de l'information qui se trouverait sur votre poste de travail, votre téléphone ou quoi que ce soit, sans votre autorisation, ça rentrerait bien dans les aspects de vie privée. Et c'est le commissariat qui s'occuperait de ça. Donc, ça, c'est pour l'application. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un message électronique commercial? C'est un message, en fait, envoyé par tout moyen de télécom. Donc ça, c'est très large parce que ce n'est pas simplement les courriels, c'est les textos, c'est les messages envoyés sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. C'est le son, la voix, l'image, que ce soit sans fil, filaire, actuel ou éventuel. Donc, on essaie de couvrir le plus large possible dans la définition d'un message électronique commercial. Et l'aspect commercial ne veut pas nécessairement dire que c'est pour faire de l'argent. Okay? Ça peut être sans profit, mais considéré commercial également. Et tout ce qui est important là-dedans, c'est que c'est envoyé à une adresse électronique qui correspond à un compte. Donc, que ce soit un compte courriel, de messagerie, de téléphone, etc. Okay? Ça, c'est le message électronique. Les 6 interdictions, on en a parlé. Interdiction d'envoyer des messages et interdiction d'envoyer des messages sans le consentement de la personne, okay, avant, bien entendu, qu'elle reçoive le message.
Et le message en tant que tel, la demande de consentement, c'est un message. Donc, c'est l'œuf et la poule. Grosso modo, ça veut dire que vous ne pourrez plus envoyer un courriel pour demander à quelqu'un si vous pouvez y en envoyer un. Parce qu'il faut que vous obteniez sa permission avant. OK? Ça, c'est ce que ça veut dire ici. Express ou tacite, on va y revenir. Il y a normalement le principe de base, obtenir le consentement de façon express. Ça veut dire que, regarde, il faut que la personne coche quelque chose, qu'elle dise oui, je veux recevoir. Pas l'histoire de, regarde, tu le reçois par défaut, puis coche et tu ne le veux plus. OK? Ça, c'est autre chose. On va en reparler plus loin. C'est le fameux opt-out. Donc, ça, c'est la première chose. Les messages, le consentement, express ou tacite. Express par défaut, tacite, on y revient avec les exceptions. Modifier les données de transmission, ça, c'est la modification de ce qui est envoyé pour vous rediriger ailleurs ou quoi que ce soit. Vous envoyez des données d'un site à l'autre ou d'un équipement à un autre, si c'est interdit d'aller modifier ce contenu-là d'aucune façon, à moins d'avoir votre autorisation. D'installer des programmes sans le consentement, donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on va y revenir. Après ma barre, wow, c'est bien, effectivement. Regarde, moi, je ne veux pas qu'on installe rien sur mon ordinateur sans qu'on me le demande. Okay? Maintenant, qu'en est-il des cookies? Qu'en est-il des Windows Update, des updates d'antivirus, des logiciels espions? On va revenir plus loin à cette problématique. Le principe, c'est qu'il faut la permission, il faut le consentement express de pouvoir installer ces choses-là sur ma machine. Quatrième interdiction, on en a parlé, c'est la fausse représentation. La cinquième, les fameuses adresses sans la permission. Et finalement, les renseignements personnels, bien entendu, qui seraient sur un ordinateur. Puis on est chanceux ici au Canada parce qu'un renseignement personnel, ça veut dire à peu près n'importe quoi qui permet de vous identifier. Si on était aux États-Unis, ça serait une problématique parce que la notion de renseignement personnel n'existe pas. Ce sont des protections pour chaque type de données. Donc ici, c'est assez large. Hein? Le renseignement personnel, c'est tout, sauf mon nom peut-être, puis mon numéro de téléphone au travail. Mais grosso modo, le restant, c'est confidentiel. Demande de consentement, la fameuse demande dont on parle, l'obligation d'obtenir le consentement. Qu'est-ce que ça doit contenir, comment est-ce qu'on le fait, etc. Donc ici, obtenir le consentement express avant d'envoyer un courriel. On va y revenir de la façon que ça peut se faire, mais vous pouvez l'imaginer. Si je ne peux pas envoyer de courriel pour demander à quelqu'un si je peux y envoyer un courriel, bien, ça veut dire qu'il faut que je le fasse d'une autre façon. Je pourrais y parler. Comme si, mettons, vous, aujourd'hui, on se parle, puis je dis, regardez, là, voici ma carte d'affaires, mon adresse de courriel est dessus. Bien là, c'est fini. Là, je suis correct, je viens de vous donner mon adresse courriel. Donc, vous avez mon consentement tacite. C'est un exemple. On va y revenir un peu plus loin. Il y a d'autres exceptions. Oralement ou par écrit pour chaque acte. Donc, ce n'est pas une autorisation globale pour dire, oui, envoie-moi n'importe quand. Non. N'importe quoi, n'importe quand. Qu'est-ce que tu m'envoies? Je te donne la permission de m'envoyer telle chose. Si demain, tu décides d'envoyer d'autres choses, bien, il faudrait que tu obtiennes ma permission encore une fois, si c'est différent ce que tu m'envoies. Le nom de l'expéditeur et de la personne qui sollicite le consentement doit être indiqué. Donc, quelquefois, ça va être la même personne, mais parfois, ça ne sera pas la même personne. Donc, c'est quelqu'un qui va faire le mailing pour vous. Donc, une compagnie de publipostage va envoyer les courriels pour vous. Donc, il faut qu'elle s'identifie, puis il faut qu'elle identifie au nom de qui est-ce que je récolte cette information. Et l'adresse, important, adresse physique et, pas où, mais et, le numéro de téléphone ou n'importe quel autre qui suit. D'accord? Messagerie, courriel, site web, ça ne veut pas dire qu'on doit parler d'une personne live quand on téléphone, mais il faut être capable de laisser un message, d'envoyer une adresse, un courriel, d'accéder à un site web, etc. Donc ça, c'est les exigences. Et il faut qu'on explique à l'intérieur du message comment la personne pourra retirer son consentement à l'avenir, si elle décide de le faire. Et là, bien entendu, bien, ça présume qu'il va y avoir d'autres courriels qui vont suivre. Là. On va en parler après. Et finalement, ça, grosso modo, on va s'arrêter là. Ça, c'est les exigences importantes présentement, en fait, qu'il faut considérer quand la loi va être en vigueur, ce qu'il va falloir faire. Et on prévoit une transition de 3 ans. Ça, c'est prévu déjà dans la loi. On présume qu'il y a un consentement implicite qui a été donné si vous avez déjà une relation existante d'affaires ou autre avec quelqu'un et que vous pouvez établir cette relation. Bien, pendant 3 ans, il y a un consentement implicite qui est donné.
Okay? Donc, ça veut dire que le jour où la loi va rentrer en vigueur, vous allez avoir 3 ans pour obtenir de ces personnes-là un consentement express et non pas implicite. D'accord? Parce qu'il va expirer, le consentement tacite. Maintenant, une fois que vous avez obtenu cette permission, okay, là, il y a comment chaque message qui est envoyé par la suite doit être, qu'est-ce qu'il doit dire, comment est-ce qu'il doit être configuré le message pour être conforme à la loi. Encore une fois, le nom de l'expéditeur et de la personne qui exerce l'activité commerciale. Ce n'est pas nécessairement la même personne. Si c'est la même, tant mieux. Sinon, il faut mettre les deux. Il faut que ça apparaisse sur le message. Je vois qu'il y en a qui rient en arrière parce qu'ils font ça régulièrement, envoyer des messages à des listes. Et puis, ils sont en train de se demander, est-ce qu'on fait ça dans nos messages? Est-ce qu'on a mis cette information-là? Donc, on se prépare. En passant, il y a un nombre impressionnant d'organisations qui sont déjà conformes. Vous recevez déjà des courriels qui sont très kosher, qui ont déjà enclenché le processus. On va y revenir après. Très important d'être proactif dans tout ça. On va voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Encore une fois, l'adresse et le téléphone ou quelque chose d'autre qui nous permettrait de contacter la personne. Et l'explication, encore une fois, sur comment retirer son consentement. Et là, la différence par rapport à la demande originale, c'est que le mécanisme d'exclusion donc, doit être incorporé dans le message. Okay? Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'il soit facile à exécuter. Okay? Pas 56 patentes à cliquer puis à rentrer des choses. Regarde, très simple. Il faut qu'il fonctionne pendant 60 jours après l'envoi du courriel en question. Et il faut que vous retiriez la personne de la liste d'envoi dans les 10 jours. Okay? Et c'est tout. C'est tout. Faut que c'est comme ça que ça fonctionne. Okay? Ça a l'air simple, là, mais implantez ça, vous allez voir, si quand vous en avez des dizaines de milliers de personnes, ce n'est pas si simple que ça. Donc, on va y revenir un peu plus loin. Et si c'est impossible okay, de faire ça comme ça, parce que ça, c'est le fun quand tu envoies un courriel, mais qu'est-ce que tu fais quand tu envoies un SMS? Ça commence à être beaucoup d'informations. Si mettons, tu es sur un réseau social, comment est-ce que tu sais? Aujourd'hui, de plus en plus dans les appareils mobiles, c'est des petits messages qui sont envoyés. Tu n'as pas nécessairement c'est pas pratique de faire ça. Impossible pratiquement d'inclure tout ça. Donc, à ce moment-là, un lien quelconque qui t'amènerait à une page web et qui aurait des termes clairs et lisibles, ça serait acceptable également. Donc, ça, c'est ce que concernant les messages qui sont envoyés par la suite, une fois qu'on a obtenu le consentement. Okay? Maintenant, on a des exceptions, bien entendu, au consentement. Parce que si on lit ça, bien, on dit que ça n'a plus d'allure. On est aussi bien d'arrêter tout de suite de servir du courriel. Là, oubliez ça. Vous ne pouvez plus utiliser le courriel pour faire de la sollicitation et du marketing si on s'arrêtait là. Okay? Donc, quelles sont les exceptions? Bien entendu, si vous êtes en train de recevoir quelque chose concernant de la maintenance sur un produit quelconque ou de l'entretien quelconque sur un produit que vous avez acheté ou un service ou de toutes sortes d'informations, de réparation, c'est clair qu'ils n'ont pas besoin d'avoir votre consentement pour vous l'envoyer. Okay? Première exception. Deuxième, demande d'information. Là, si vous demandez de l'information à la compagnie, c'est présumé que vous êtes d'accord que je vous réponde, donc pas besoin d'avoir votre consentement pour faire ça. Si vous faites une demande de prix, soumission, un estimé quelconque, encore une fois, ça présume que vous voulez que je vous réponde, par courriel si possible. Des informations sur le produit ou service que vous avez, donc manuel d'utilisateur, instructions, comment s'en servir, etc. Ça présume que vous allez accepter ça. Tout ce qui touche la retraite, les fonds de pension, d'informations concernant ça, pas besoin d'avoir votre consentement pour l'envoyer. Vous voyez dans quoi on s'embarque, hein? C'est une canne de verre, parce qu'aussitôt qu'on commence à rentrer là-dedans, des exceptions, on dit hey, « ouais, moi, est-ce qu'on a pensé à telle chose? » Et là, au fur et à mesure qu'on avance avec la loi, on s'aperçoit que de plus en plus, il y en a qui veulent avoir des exceptions à ça. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les soumissions des audiences publiques par rapport au règlement. Et ça continue, la garantie, information concernant la garantie, les rappels. Hey, je veux dire, si moi, mon auto, il y a un rappel sur mon véhicule, là, je veux bien qu'on m'envoie un courriel, pas besoin d'avoir mon consentement, regarde, envoie-le-moi, puis je dois être au courant. Donc, tout ce qui touche la sécurité, tout ça, au niveau des rappels. La livraison en tant que telle d'un produit ou d'un service. Donc, si je commande un produit ou un service quelconque, puis qu'on me l'envoie, il faut bien qu'on puisse me communiquer pour me dire que tu l'as bien reçu, il est arrivé, puis ça continue, il s'en vient, on te le ship. Donc, tout ça, c'est pas besoin de consentement. L'emploi, d'informations concernant un emploi potentiel, une demande d'emploi, une réponse, tous les échanges qui se font dans ce contexte-là, pas besoin de consentement.
les relations existantes ou les relations que vous pouvez avoir eues déjà au niveau affaires. Et là, la nouvelle chose qui vient de s'insérer récemment, on en parlera un peu plus loin, c'est la question du tiers qui réfère. Donc, tu peux être référé par un tiers. Okay? Donc, si moi, mettons, je connais quelqu'un, okay, et que cette personne-là vous connaît, elle peut nous référer ensemble. Elle a le droit de faire ça, une fois, d'envoyer un courriel disant « Ah, je te présente un tel, tu peux parler à un tel, il va te contacter. » Pas besoin d'avoir le consentement pour faire ça. Hein? Donc, ça, c'est une autre chose. Quand vous vous joignez un membership à une association ou un groupe de personnes ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, bien entendu, ça présume que vous acceptez de recevoir. Pas besoin de consentement pour t'envoyer des courriels si tu t'es abonné à tel club. Et bien entendu, une transaction. Si tu es en train de faire une transaction avec quelqu'un, ça présume que tu peux communiquer avec cette personne-là et tu n'as pas besoin d'obtenir son consentement. Vous allez dire, ça va de soi. Ben oui, mais ça va de soi, mais si ce n'était pas marqué dans la loi, ça n'irait pas de soi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont documenté ces exceptions-là. Et, regardez, il y en a sûrement d'autres. Là. Il y a du fine-tuning qui est en train de se faire là-dedans, puis ça change. Maintenant, ça, ce sont les exceptions au consentement. Maintenant, il y a les exceptions au consentement et au contenu. Okay? Le consentement, c'est une chose, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis obligé de mettre dans un courriel la possibilité de se désabonner? Ça, c'est le contenu du courriel. Vous savez, j'ai dit, il faut qu'il y ait un mécanisme d'exclusion, puis je dois pouvoir dire non, je ne le veux plus. Dans quelles circonstances est-ce que vous n'êtes pas obligé de mettre ça dans un courriel? Vous allez dire, il ne devrait pas en avoir. Faux. Oui, monsieur. Oui, effectivement, ça aurait peut-être été plus simple, mais là, à ce moment-là, c'est la définition, le premier courriel. C'est ça, il faut d'avoir le droit d'envoyer un premier courriel. Mais c'est parce que ça enlève l'idée même de ce qu'est le spam, le courriel non sollicité. T'sais. Moi, je ne veux pas nécessairement recevoir votre courriel. T'sais. Oui, je comprends très bien, mais c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de solution magique, mais encore une fois, voyons où ça nous amène. La loi est adoptée, elle n'est pas encore en vigueur. Quand elle va le devenir, il va y avoir des exceptions, il va y avoir des transitions. Le message que je vais vous laisser, puis je vous le dis tout de suite, okay, à la fin, c'est « attendez pas », parce que plus que vous attendez, plus que vous allez avoir des mauvaises surprises. Donc, normalement, vous allez voir, il y a des choses que vous pouvez commencer à faire dès maintenant, si vous n'avez pas commencé, pour vous conformer aux meilleures pratiques qui sont reconnues. Okay? Et là, je dis les meilleures pratiques, faire attention, parce que les pratiques américaines et européennes ne sont pas les mêmes. On va en parler. OK? On s'en vient. Alors, le fameux contenu. Donc, c'est clair ici que si je communique avec ma famille, okay, peu importe si c'est du commercial ou pas, je n'ai pas besoin d'avoir un bouton ou un lien à l'intérieur de mon courriel qui dit « Si tu ne veux plus recevoir de courriel de moi, ma chérie, clique là-dessus. » C'est un peu ça ici que ça dit. Les relations familiales, donc non seulement tu as l'exception au niveau du consentement et au niveau du contenu. Merci, législateur, d'avoir pensé que je peux communiquer avec ma famille de façon libre. Ça, c'est gentil. Deuxièmement, tout ce qui est vocal, donc les messages vocaux que vous recevez. Okay? Oui, bonjour, ce message est important. Quittez pas la ligne, on va vous mettre avec quelqu'un. Bon, bien, ça, c'est exclu parce que c'est un message vocal, donc pas de consentement puis pas de contenu pour arrêter de recevoir. Là, bien entendu, il y a toute la question du do not call, la liste, là, do not call list, là, la fameuse liste fédérale pour pas recevoir d'appel. Bien, ça, éventuellement, il y a une provision, il y a une disposition dans cette loi qui va enlever tout ça. Parce que ça rentre là-dedans. Donc, cette loi-là va traiter du marketing par téléphone, traite également. Donc, la loi, le Do Not Call List va devenir inutile. Mais l'histoire de l'exception au consentement et contenu s'applique aux messages vocaux. Tout ce qui touche l'emploi à l'intérieur même de l'organisation ou avec d'autres organisations dans les deux sens. OK? Les relations que vous pouvez avoir avec les gens, okay? Pas des amis, donc du monde que vous connaissez. Le fait que je rencontre quelqu'un ici où j'ai des amis, ça fait longtemps qu'on se connaît, on va jouer ensemble au hockey une fois par semaine, regarde, on s'écrit des courriels, même si je commence à t'envoyer des trucs commerciaux, on est exclu du consentement requis
et du contenu. Tu n'as rien qu'à me dire, regarde, je ne veux plus que tu m'écrives, là, puis je vais arrêter de t'écrire. Tu n'as pas besoin d'avoir un processus légal pour faire ça. Les demandes en ligne, donc tout ce qui touche les applications, donc les applications pour l'emploi, mais les applications aussi pour d'autres choses, pour faire partie d'un groupe ou quoi que ce soit, quand ça exige la prise d'informations. Les visiteurs au Canada, donc les touristes, les gens qui veulent venir ici, qui tentent d'immigrer, etc., ben, il n'y a pas besoin de consentement et puis d'exclusion pour ces gens-là. Et bien entendu, tout qu'est-ce qui pourrait être de l'ordre légal. Donc là, ici, on parle bien entendu un subpoena, quelque chose qui touche qui est légal, qui est fait en fonction d'une loi ou quoi que ce soit. Pas besoin de consentement et de mécanismes d'exclusion pour ces choses-là. Donc ça, c'est grosso modo où est-ce qu'on en est en termes d'exception. Qu'est-ce que c'est maintenant le consentement tacite? Bien, c'est par opposition au consentement express qu'on présume que la personne a dit « oui, je veux recevoir du courriel de votre part ». Ben, il y a un consentement tacite qui est présumé avec les relations. Donc, avec les relations que tu as alentour de toi, que ce soit, bien entendu, la famille, les amis, tout ça, il y a déjà une présomption de consentement. Et bien entendu, c'est facile, mais il faut le prouver à un moment donné. Fait qu'ils définissent dans les règlements. Puis je ne rentrerai pas là-dedans parce que ça, c'est des règlements qui sont sujets à changement. Okay, le fait que l'ami, il faut que tu y ailles parler dans les 2 dernières années. Puis la dernière communication date de pas moins de 6 mois. Regarde, il y a toutes sortes de paramètres qui sont définis à l'intérieur de la loi pour savoir si vraiment c'est un ami ou si ça fait vraiment 5 ans que tu que tu n'y as pas parlé, puis à ce moment-là, regarde, non, tu n'as pas le droit de y envoyer de courriel. Tu sais. Courriel électronique commercial, message électronique commercial. Consentement tacite est prévu quand tu as une relation d'affaires existante également. Si la personne a donné son adresse électronique, donc soit son Twitter, son Facebook, son adresse courriel, son numéro de téléphone, etc. Entre autres, si tu donnes ta carte d'affaires à quelqu'un, mais ça peut être d'une autre façon, bien, il y a un consentement tacite, bien entendu, qui est présumé. Si tu as affiché ton adresse électronique de façon évidente et que tu n'as pas mentionné à l'endroit où elle est affichée que tu ne voulais pas recevoir de courriel, on pourrait t'en envoyer un. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, ben là, c'est bien, ça nous permet de monter des listes. On peut aller sur les sites web, aller fouiller. On peut aller sur le site web du barreau, par exemple, aller chercher chacun des avocats et puis regarder « Ah, c'est pas marqué qu'il ne veut pas recevoir de courriel. Donc, bingo, on envoie un spam. » Donc, si c'est affiché publiquement, ton adresse courriel, puis qu'il n'y a pas d'avis à l'effet contraire, ben, on peut s'en servir. Oui. Un lien avec la fonction? Oui. Je pourrais pas t'appeler pour aller jouer une partie de hockey. C'est ça. Peut-être. Ben, les tribunaux vont, c'était ça, à un moment donné, la loi, elle va jusqu'à un certain... À un moment donné, ben, les tribunaux, puis les jugements, puis les ententes et tout ça, les pratiques vont venir confirmer. Mais c'est une question intéressante, effectivement. Mais les marketeurs, là, ils ont pas mal de stratégies là, qu'ils peuvent utiliser pour justifier que, regarde, là, même si tu es avocate à tel endroit, là, regarde, potentiellement que tu pourrais être intéressé à telle chose. Exact. C'est billets de hockey. Moi, j'espère qu'ils vont se servir de mon adresse de courriel. Bon. Donc, si l'adresse est affichée, ça présume que vous pouvez recevoir des courriels. Et bien entendu, il peut y avoir et il va y avoir d'autres situations qui peuvent être prévues par la loi ou par règlement. C'est certain que, puis là, ça peut être très, très large parce que dorénavant, je m'excuse, n'importe quel ministère ou n'importe quelle loi ou règlement qui est adopté pourrait avoir une clause quelque part qui dirait « Ah, mais dans ce contexte-là, bien sûr, c'est pas besoin d'avoir le consentement, c'est présumé tacite, etc. » Donc, ça peut se retrouver ça dans n'importe quelle réglementation. Oui, madame. Oui. Pourrait. Mais en fait,
Absolument. Absolument. Maintenant, le fournisseur qui se plaindrait, qui ont reçu un courriel de vous, là je me demanderais, c'est quoi, là? Vous nous demandez de soumettre, puis là, ils vont vous poursuivre parce que, hey, je n'ai pas demandé que vous... C'est comme... c'est le bout du bout. Oui. Absolument. S'il y a un numéro s'il y a une adresse courriel, bien entendu, bon, ça dépend à qui vous écrivez dans la compagnie. C'est écrit au président, puis regarde, c'est pas son adresse qui est sur le site web, c'est info@abc.com. Puis tu as envoyé à M. Tartampion, ben là, il pourrait y avoir une différence. Mais oui, effectivement, c'est un des arguments. Mais sinon, encore une fois, un petit coup de téléphone, là, ou je ne sais pas, c'est valable. Le consentement peut être donné de façon vocale, bien sûr, c'est la preuve. Hein. C'est pour ça que souvent, toute conversation qu'on va avoir est enregistrée pour des fins de qualité. Donc, c'est ça. C'est quand on enregistre, on peut te demander est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Là, ils ont la preuve. Qui envoie au client. Oui. Présente. Oui, c'est dans un but commercial pareil. Là, tu vends un service, hein, tu vends un service aussi. Écoute, moi, d'après moi, ça rentrerait dans les exceptions. Client potentiel, non, ça ne rentrera pas dans les exceptions. Il faut que ce soit déjà un client actif. Donc, tu aurais probablement un problème, effectivement. Oui, tu aurais... C'est certain, parce que là, regarde, moi, je n'ai pas demandé de recevoir votre truc, là, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est sur quelle base que vous m'envoyez ça? À moins, bien entendu, tu sais, regarde, tu peux jouer un peu sur la loi, puis dire, hey, regarde là-dedans, ça, c'est des aspects légaux. Est-ce que ça pourrait passer en termes d'alerte pour vous avertir? Tu sais, ce serait un peu comme dire, ben là, je sais que vous êtes sur le point de faire faillite, donc je vous envoie mon service. Tu sais. C'est comme les ambulance chasers aux États-Unis, il faut faire attention. Bon, ça, c'est les consentements tacites. Puis encore une fois, c'est possible que des choses changent dans les prochains mois. Une comparaison rapide. Il reste combien de temps, moi, à peu près? Merci. Le consentement, excusez, la comparaison des lois. Puis encore une fois, ici, il y en a une multitude de lois. Aux États-Unis, il y a des lois dans chaque État. OK? Et bien entendu, bon, vous allez voir que c'est un peu différent parce qu'il y a une loi fédérale qui chapeaute tout ça. Mais j'ai pris les trois plus intéressantes pour nous, bien entendu. La loi canadienne, la loi américaine, le CAN-SPAM, et bien entendu la directive de la communauté européenne. Ça va nous donner une idée de voir un peu comment les gens pensent dans les différentes juridictions. En sachant, bien entendu, qu'au Canada, on a adopté la loi en 2010, qui n'est pas encore en vigueur, puis qu'elle ne le sera probablement pas dans la prochaine année. Puis, il va y avoir des périodes de transition qui risquent d'être longues. Tandis que le CAN-SPAM est en vigueur depuis 2003 et la directive, elle, depuis 2002. Sur la vie privée, le commerce électronique, la directive européenne. Alors, dans le monde du pourriel, il y a la question du opt-in et du opt-out. Okay? Donc, ça, c'est dans le fond, c'est de dire je veux recevoir de façon positive. Donc, c'est le consentement express. Il faut que je dise que je veux quelque chose, versus le opt-out qui dit, garde, je ne veux plus le recevoir. Donc, on peut te l'envoyer, et tant que tu ne dis pas que tu ne veux plus le recevoir, tu es correct. OK? Donc, on voit l'approche, bien entendu, en Europe, opt-in pour tout, parce que là-bas, la vie privée, c'est quand même fondamental en Europe, donc ça passe au-dessus des intérêts, entre guillemets, commerciaux, et donc définitivement un opt-in. Et aux États-Unis, c'est le opt-out. Donc, dans le fond, soyons sérieux, aux États-Unis, c'est plus une façon de réglementer le pourriel que de l'interdire. Okay? Et on sait maintenant, depuis 10 ans, que ce n'est pas vraiment efficace, ça, le opt-out. Okay? Les gens, regarde, tu commences à cliquer non, mais là, regarde, tu es en train de me dire que c'est moi qu'il faut qu'il consomme mon temps pour me dire que je ne veux pas... C'est comme, regarde, pourquoi tu ne fais pas ça à l'inverse? Opt-in, il faut que je te dise oui. Tant que je ne t'ai pas dit oui, tu ne m'envoies rien. Okay? Donc, c'est un peu la façon de voir. Ici, ils ont opté pour le opt-in, donc le consentement express avec une panoplie d'exceptions, bien entendu. L'autorité de réglementation, donc c'est qui impose les sanctions, qui fait les enquêtes et tout ça. C'est le CRTC ici au Canada, le FTC, Federal Trade Commission aux États-Unis, et comme vous le savez probablement, en Europe, il faut que ce soit implanté
dans la législation nationale. Donc, chaque pays se doit, parce qu'une directive, ça fait juste émettre des grands principes. Hein. En Europe, la directive, voici la directive, maintenant, passez la législation pour vous y conformer. On ne rentre pas plus loin que ça. C'est ça qui fait que c'est ça la communauté européenne. Donc, ça dépend, bien entendu, de comment les pays l'implantent. Ils ont des paramètres à respecter, mais grosso modo, là, regarde, ça se tient quand même assez bien là-bas. Et ils ont le fameux Safe Harbor, la sphère de sécurité là, avec les Américains pour justement s'assurer que comment fait, mettons, je ne sais pas moi, Google pour stocker l'information des gens de Gmail en France. Bien, c'est pas compliqué. Ils font partie du Safe Harbor, ils ont une entente, ils sont conformes, ils se conforment à la loi française aux États-Unis. C'est pas plus compliqué que ça. Il y en a une couple de mille comme ça qui sont déjà approuvés selon le Safe Harbor. Le droit de recours privé, donc, est-ce que je peux, moi, en tant qu'individu, poursuivre en dommages pour avoir reçu ces pourriels-là? Alors oui, au Canada, ça va être possible avec le recours privé. Aux États-Unis, le CAN-SPAM, c'est seulement les fournisseurs de services qui peuvent le faire, pas les individus. Donc, un fournisseur de services qui aurait subi du dommage parce que, hey, tu as monopolisé mon serveur de courriel pendant 2 jours avec des milliards ça m'a causé tant de dommages, il y a un droit de recours. Mais pas toi, l'individu qui reçoit le pourriel. Ce qui est un peu correct dans le fond, parce que regarde, là, aujourd'hui, le pourriel, c'est plus un issue. C'est plus un problème pour la plupart des consommateurs et des gens. Là. Si tu utilises un bon service de courriel, tu n'en as pas. Mais par contre, lui, le fournisseur de services, me dire de quoi, il faut qu'il les empêche de rentrer, puis il faut qu'il mette en place des technologies, puis qu'il repousse constamment, puis ça prend beaucoup, beaucoup de ressources pour faire ça. Donc, ils ont pensé à ça. Et encore une fois, en Europe, ça dépend de la législation nationale des pays. Et finalement, ce qui est intéressant ici, qu'est-ce qu'il y en est des différentes lois? Okay? Parce que au Canada, bien entendu, qu'est-ce qui se passe avec les provinces? C'est que les provinces ont le droit d'avoir une loi, ou est-ce que, tu sais, c'est la juridiction là-bas, regarde, au SRTC, c'est bien beau, il adopte ses lois, mais il y a quand même, tu sais, la province pourra avoir une loi anti-pourriel également, d'une certaine façon. Et donc, à ce moment-là, c'est qu'on voit ici, oups, je viens de m'apercevoir qu'il y a une erreur sur ma diapositive. J'aurais pu jouer le jeu, mais je ne veux pas, là, je vous le dis tout de suite. C'est inversé, ça, ici. Préemption devrait être sous les États-Unis et minimum devrait être sous le Canada. Je m'en excuse. Vous en avez peut-être vu d'autres erreurs, mais celle-là, elle me saute aux yeux. Je ne sais pas là, comment ça se fait que je me... La préemption, dans le fond, ça veut dire qu'aux États-Unis, là, cette loi-là, le CAN-SPAM, elle a préséance sur à peu près n'importe quelle loi étatique. Donc, elle a rendu nul et non avenu plusieurs lois. Il y en a, bien entendu, qui demeurent, mais ça dépend qu'est-ce qu'elle tente de réglementer exactement puis d'interdire. Okay? Mais grosso modo, en général, à chaque fois, plus souvent qu'autrement, à chaque fois, c'est la loi fédérale qui prime et celle des États, même si elle donne plus de pouvoir à une des parties ou moins. Non, c'est la fédérale qui prend le dessus. Au niveau, encore une fois, l'Europe, ce sont les États membres qui doivent décider de ça. Et au Canada, ben, c'est un minimum. Donc, la loi va établir un minimum. Puis, bon, les provinces, de toute façon, avec le genre de loi qui sont prêtes à mettre en vigueur, je ne pense pas qu'il y ait aucune province qui va vouloir être plus sévère que ça. Mais si c'était le cas, ils pourraient le faire. Bon. Maintenant, comment se préparer pour la loi canadienne anti-pourriel? Et là, ce que je vous dis, c'est indépendamment, tôt ou tard, c'est sûr que la loi est adoptée, okay, est en vigueur. Non, excusez, la loi n'est pas en vigueur, elle est adoptée. Les règlements vont être confirmés et normalement, elle devrait voir le jour. Okay? Il pourrait, théoriquement, il pourrait y arriver quelque chose, ça pourrait être carrément annulé, mais c'est peu probable. Et même si ça se passait, ce que je vais vous dire maintenant, c'est quelque chose qui est quand même des bonnes pratiques d'affaires. Okay? Indépendamment de savoir s'il y a la loi ou non, il faut se diriger vers une forme de consentement quelconque. Et je pense que ici, ce qu'on vous propose, ça tient la route. Okay? Et même les entreprises, jusqu'à un certain point, américaines, qui ne sont pas obligées de se conformer aux États-Unis, il y en a plusieurs qui le font déjà de cette façon-là. Okay? Donc, parce qu'il ne faut pas se leurrer, vous avez vu la pointe de l'iceberg ici, puis je vous invite à aller lire la loi si vous avez le temps et l'envie. Il y a quand même beaucoup de dispositions, plus les règlements, là, regarde, ça devient complexe. C'est pour lire ça, le comprendre et l'appliquer en entreprise, c'est quand même toute une paire de manches.
Il y a des clients qui demandent des opinions à ça. Puis c'est pas évident. Surtout que c'est pas terminé. Mais les exigences en tant que telles sont très, 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 très complexes. Donc, faites abstraction des exigences et tentez quand même de faire un minimum maintenant, même si vous n'avez pas commencé. C'est parce qu'en bout de ligne, les messages électroniques commerciaux vont être permis. Ils vont être permis. C'est sûr qu'ils vont être permis si vous avez un consentement express. Si vous avez obtenu un consentement express, c'est clair que vous n'aurez jamais de problème en termes de la conformité à la loi. Donc, commencez à tenter, mettre en place une stratégie pour obtenir ces consentements. OK? Alors, ce que ça veut dire, d'abord, il faut faire l'inventaire de où ce qui sont mes adresses électroniques. C'est lesquelles? Dans quelle base de données? Ça sert à quoi? C'est envoyé à qui? Dans quel contexte? Sous quelle forme? Tu fais ça. Quelle sorte de consentement est-ce qu'on a de ces personnes-là? Est-ce qu'on en a un? Y est-tu express? Y est-tu tacite? On présume que c'est bon parce qu'on a toujours fait affaire avec. Parfait. On le tag tacite. On sait qu'on a une échéance par rapport à ça. Il faut qu'il soit converti à express éventuellement. Ou est-ce qu'on a un consentement express? Puis si on l'a, bien, où est-ce qu'il est ce consentement-là? Il faut le garder. Là. C'est évident que s'il y a une loi, ça te prend une preuve. Donc, il faut que tu aies une base de données. J'imagine que vous n'avez pas une photocopie de ça dans un classeur. Là. Donc, c'est sûrement sur un site ou dans une BD quelque part où est-ce que vous avez une confirmation quelconque. Il faut que vous gériez les délais pour les tacites, parce qu'on a dit les tacites, ils ont des expirations. Il faut que vous ayez parlé à cette personne-là au moins dans les 6 derniers, puis maximum 2 ans. Donc, tu sais, ça prend des compteurs. Hop! Là, lui, c'est bien de valeur, mais tu sais, garde, on n'a rien fait avec pendant 2 ans. Bien là, il faut qu'on obtienne son consentement express. Donc, il faut gérer ces choses-là et de convertir de plus en plus les consentements. Parce qu'une fois que vous avez converti le consentement tacite en consentement express, vous l'avez. Maintenant, la balle est dans le camp de l'autre. S'il ne veut plus les recevoir, les messages, il faut qu'il se désabonne. Comprenez? Puis il y en a qui vont aller plus loin. Ils vont faire le double opt-in. Hein, le double opt-in, c'est de dire « Oui, je suis intéressé ». Puis là, en plus de ça, tu reçois un courriel de confirmation, tu cliques sur le truc, ça te ramène sur le site, puis là, vous êtes maintenant abonné puis inscrit. Hey, ça, c'est blindé, c'est la ceinture et les bretelles. Okay? Parce que vous avez obtenu 2 fois la confirmation que la personne voulait recevoir vos courriels. Oui, madame. Cliquez. Oui. Oui. Bien, vous allez éventuellement arriver à l'expiration, puis vous allez devoir l'obtenir. OK? Donc, c'est le fameux 2 ans, mais là, en plus de ça, il y a l'entrée en vigueur, puis il y a la transition. Fait que vous êtes correct pour plusieurs années, mais quand même, il faut avoir une stratégie. Non. Non, non. Mais ça vous donne le temps. Oui. Oui. J'y arrive. Et finalement, qu'est-ce que c'est ça? Une autre faute? Le mot devrait se lire mécanisme et non pas mettre. J'ai essayé de raccourcir ma ligne. J'avais écrit à l'origine mettre en place un mécanisme de désabonnement. C'était trop long. Je voulais juste mettre mécanisme. Mais je me suis trompé, j'ai fait ça vite. Et maintenant, j'ai le mot mettre qui apparaît à la place de mécanisme. Donc, le fameux mécanisme de désabonnement, vous devez penser éventuellement à une stratégie. Ça fait partie des bonnes pratiques d'affaires, d'être capable, quelqu'un doit pouvoir se désabonner. Donc, à l'intérieur du courriel, lié avec le site web, il y a différentes façons de le faire, mais il faut penser à faire ça éventuellement. Et c'est sûr que si vous attendez que la loi rentre en vigueur, puis vous attendez après ça la période de transition, ben c'est comme d'habitude, ça va vous rattraper tout ça. Donc ça, c'est comment se préparer. Et finalement, les fameux réseaux sociaux, on les oublie des fois, là, mais Facebook, LinkedIn, Twitter, MySpace, Foursquare, etc., là, c'est visé par ça. Donc, il faut, si vous utilisez ça comme outil de communication avec vos clients ou vos clients potentiels, vous devez l'inclure dans votre stratégie également. Pas de différence, c'est un message électronique. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire, mais commencez par ça, puis on se reparle.
Ça, c'est vraiment le début. Maintenant, pour vous aider, il y a un site qui s'appelle Combattre le pourriel. C'est le gouvernement fédéral, bien sûr. C'est là-dessus c'est son site web qui communique les nouveautés concernant la loi. Il y a les règlements là-dessus. Puis éventuellement, bien sûr, il va y avoir le centre anti-pourriel. Parce que vous pouvez vous imaginer, puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi ça a retardé également, pour être capable de mettre ça en place, il faut que quelqu'un puisse se plaindre quelque part. Donc, ça veut dire que ça prend des employés, ça prend des systèmes, il faut que des gens puissent répondre au téléphone, etc. Et donc, il faut qu'ils mettent en place le fameux centre. Et ça a retardé, il y a eu des appels d'offres, ils ont canné les appels d'offres, ils recommencent avec un autre appel d'offres pour mettre ça en place. Il y a des grosses compagnies qui bident là-dessus. Vous pouvez imaginer le scénario. Donc, c'est une autre des raisons pourquoi les délais perdurent là-dedans. Mais si vous allez sur le site, vous allez voir que vous pouvez cliquer sur particulier ou entreprise, organisme, et il y a des genres de questionnaires puis il y a pour vous aider à savoir si vous êtes sur la bonne voie, si vous vous conformez ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et bien entendu, il y a mon adresse courriel. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, je pourrai vous aider en y répondant. Maintenant, rapidement, avant de conclure, les préoccupations. Alors, c'est exactement la question que vous avez posée. C'est que ça a été soumis et c'est encore en train de se régler. Probablement, on espère que ça va être dans les modifications. C'est qu'en est-il du consentement qui aurait été donné selon des lois provinciales de protection des renseignements et la loi fédérale, donc la loi sur la protection des renseignements personnels, documents électroniques? Est-ce qu'on est capable d'avoir un genre d'exception pour les consentements obtenus justement dans le cadre de ces lois-là? C'est des préoccupations qui sont adressées et qui devraient peut-être, si vous y croyez fortement, aller leur dire. Et malgré que là, bon, les consultations sont fermées, mais il y a toujours moyen, j'imagine, de faire passer des messages, mais ça a déjà été adressé et c'est une des préoccupations qui est sur la table. Oui. Oui, malheureusement ou heureusement, oui, ça va avoir priorité parce que ça, c'est une question ici de télécommunication, donc c'est dans la juridiction fédérale. Donc, si, mettons, le fédéral dit que pour les télécoms, maintenant, quand on envoie un message électronique sur des réseaux pour communiquer avec quelqu'un, il faut un consentement, j'ai l'impression que ça va tomber dans leur juridiction. Je ne suis pas certain qu'on va vouloir se battre là-dessus parce qu'eux vont établir un minimum. Mais c'est pour ça que la question des lois provinciales peut être considérer certaines exceptions pour des consentements implicites qui ont été donnés selon les lois provinciales. Oui. 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 Possiblement. Mais je pense que ce qui devrait, c'est probablement faire cette exception, puis la codifier d'une certaine façon dans un règlement. C'est pour ça que c'est difficile de se prononcer. Puis oui, il y a des questions qui sont soulevées par rapport à ça. Donc, pour les réseaux privés, bien entendu, on veut une exception. Je vous reviens tout de suite, monsieur. Une exception pour les réseaux privés. Parce que vous pouvez imaginer ici, Rogers, c'est un réseau privé. Là, Bell également, il envoie des messages. Maintenant, c'est rendu sur le message électronique. C'est à travers les téléphones cellulaires, les abonnements de télévision, les iPads, les iPhones, tout ça, c'est branché sur des réseaux privés. Donc, ils veulent obtenir des exemptions pour ces genres de messages-là. En fait, c'est une des préoccupations qui sont présentement sur la table. Tout ce qui touche... Ah oui, le fait que, regarde, on dit, si on envoie, mettons, des messages à l'étranger, parce qu'n'oubliez pas que, contrairement à la loi américaine, qui vise juste les messages électroniques aux États-Unis, la loi canadienne, elle va plus loin. Elle vise les messages en provenance de l'étranger et elle vise les Canadiens qui en envoient à l'étranger. Il faut qu'ils se conforment.
Donc, le problème, puis les entreprises ils disent, bien là, regardez, si moi j'envoie un courriel, mettons en France, bien, je vais me conformer à la loi française. Puis si je suis conforme, mais ce n'est pas la peine que je sois conforme à la loi canadienne. Le courriel s'en va à l'étranger. Donc, vous pouvez quand même voir aussi un genre de raisonnement un peu tordu là-dedans, mais il y a certaines entreprises qui voudraient que ce soit comme ça. J'envoie de quoi aux États-Unis, donc je me conforme à la loi américaine, mais moi, je ne serais pas conforme à la loi canadienne. Donc, on voit un peu le débat auquel on fait face ici. Et des exceptions à l'exclusion. On voudrait bien entendu que la fameuse histoire de pouvoir être exclu de la liste, ça soit une exception s'il y a une relation établie, de la même façon que l'obtention du consentement. Vous pouvez imaginer pourquoi. Mettons, on a une relation établie depuis longtemps, puis là, je vous envoie des trucs. Vous avez toujours accepté mes affaires. Puis là, d'un coup, à partir de maintenant, vous avez un truc en bas qui dit, vous pouvez cliquer là-dessus pour vous désabonner. Ben, il me semble que des fois, le client pourrait être confus. Il se demanderait, ben là, comment ça se fait? Pourquoi je voudrais me désabonner, mettons, de cette compagnie-là qui m'écrit régulièrement, que j'ai une entente avec elle et tout ça. Donc, ça pourrait créer de la confusion auprès des utilisateurs. Donc, des compagnies vont soulever ça. Et c'est une préoccupation qui a été soulevée dans les consultations publiques récentes. On veut bien entendu un délai d'1 an pour la mise en vigueur de la loi une fois les règlements. Donc ça, c'est une autre chose. Non seulement le 3 ans de transition, mais là maintenant, ils veulent, les compagnies, on voudrait une autre année pour la mise en vigueur une fois que les fameux règlements ont été adoptés. Parce que là, la loi est adoptée depuis 2010. Les règlements ne sont pas terminés, mais là, une fois que les règlements, là, on veut une autre année avant l'entrée en vigueur. Donc, on peut imaginer que si les grandes organisations, qu'on va y revenir, ont raison là-dessus, ben, ça va encore repousser la mise en vigueur. Maintenant, rapidement, je vais vous exprimer d'autres choses. Et ça, c'est pas officiellement mentionné lors des consultations et tout ça, mais juste pour que vous compreniez que la loi anti-pourriel, c'est beaucoup plus qu'une loi anti-pourriel, puis qu'il y a des choses là-dedans qu'il faut regarder de près, qui touche d'autres choses que le pourriel en tant que tel. Et encore une fois, moi, personnellement, le pourriel, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, et je le vois comme ça pour l'ensemble. Je ne vois pas le pourriel comme étant un problème du consommateur. Je vois le pourriel comme étant un problème de l'entreprise qui fournit le service de courriel. Ça, c'est un problème pour eux. Mais présentement, je ne le considère plus personnellement, moi, comme problème d'un consommateur. Mais, à l'origine, la loi canadienne anti-pourriel, c'est pour protéger le consommateur. Donc, voyons ici quelques inquiétudes importantes. Il y a beaucoup de pressions qui sont mises sur Industrie Canada par, justement, des groupes, donc des associations canadiennes de marketing, des détaillants. Il y a toutes les compagnies de télécommunications là-dedans. Il y a les compagnies, bien entendu, au niveau des médias qui sont là-dedans, les compagnies de production de contenu cinématographique, musique, etc., qui sont toutes là-dedans parce qu'il y a des enjeux assez grands. Et ils mettent de la pression pour changer justement la réglementation, pour mettre des exceptions à la règle. Et vous allez dire des exceptions pourquoi? Bien, des exceptions concernant, entre autres, et ça c'est important selon moi, parce que bon, il y a tout l'aspect ici de vie privée. Oui, monsieur? OK. Pour l'installation, on dit que le consentement doit être obtenu pour l'installation de logiciels. Par défaut, il faut avoir le consentement. Maintenant, il y a les compagnies et plusieurs grandes organisations ont, dans les consultations publiques, soumis des documents pour dire, bien là, regardez, ça n'a pas de sens, il faut avoir des exceptions à ce principe du consentement pour l'installation. Si, par exemple, puis il y a plusieurs exemples, on tente d'installer ou on installe des logiciels pour s'assurer du respect de la loi. Donc, une compagnie qui installerait un logiciel, sans vous le dire, sur votre téléphone cellulaire ou votre ordinateur, pour respecter une loi, bien là, elle n'aurait pas besoin d'avoir votre consentement. Fait que là, tout de suite, tu te dis, OK, bien, ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire que si tu es en train d'enfreindre le droit d'auteur ou quelque chose comme ça, bien, tu sais, on pourrait le savoir parce qu'on a installé un logiciel. Donc, tous les médias, là-dedans, ils veulent avoir ces exceptions-là. Et ça risque d'ouvrir la porte, bien entendu, à des atteintes à la vie privée. Il y a toute la question ici qui validerait aussi et qui appliquerait donc le droit étranger. Parce qu'en faisant ça, mettons, si on a une loi quelconque américaine ou européenne qui dit, OK, c'est interdit, mettons, de faire telle chose, bien là, les compagnies canadiennes pourraient installer les logiciels sur les systèmes au Canada pour, en fait, valider et appliquer la loi étrangère, sans que nécessairement ici, ce soit le même type de loi. Et vu des conglomérats internationaux, bien, ça serait possible qu'ils puissent installer ces choses-là. Toute la question, j'en ai parlé, du droit d'auteur. Donc, qu'est-ce que vous regardez, quand vous le regardez, jusqu'à combien de fois vous le regardez, etc., ça pourrait être contrôlé. Oui?
Oui, alors c'est ça. Oui, mais là, c'est ça. Oui, oui, oui. Oui. Non, 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 non. Ouais, ben, la compagnie canadienne, elle va se faire taper sur les doigts. Parce que, oui, mais si ça se sait, puis s'il y a une plainte qui est faite, on va te poursuivre au Canada, puis là, ben, tu vas être coupable, tu vas avoir la pénalité. OK, parce que là, c'est détourner la loi, tu t'en vas à l'étranger. Non, non, c'est pour ça que la loi, elle a une portée extra-territoriale, contrairement à la loi américaine qui, elle, s'arrête aux frontières. Absolument, c'est ça. Mais faites-vous pas prendre à aller à engager ces compagnies-là. Oui, exact. Oui, donc c'est intéressant comme concept. Puis on prend l'exemple typique, mettons, une grosse compagnie informatique qui a des centres d'hébergement, mettons une compagnie américaine qui a des centres d'hébergement informatique au Canada, qui a une entité canadienne, et donc que la plupart des grandes institutions financières hébergent ces systèmes chez elles, et parce que c'est une compagnie américaine, ben, elle est soumise au Patriot Act, donc ton information est accessible. Exactement, c'est l'application extraterritoriale d'une loi. Donc ça serait par le biais de ce mécanisme au niveau de l'installation des logiciels, ça aurait un peu le même effet. La comparaison est intéressante. Donc, la même chose au niveau de l'accès à certains sites web. On pourrait mettre une patente qui dit, regarde, tu n'as pas le droit d'accéder, c'est interdit, ça, là, tel genre de choses dans notre pays. Donc, on bloque l'accès à tel site web. Puis, regarde, c'est interdit dans un autre pays, fait qu'on te le bloque également. Donc, ça pourrait être les enregistreurs de frappe. Donc, tous les espiogiciels, les spyware, puis tout ça. En fait, ce qui se passerait si les compagnies, en fait, réussissent à faire ces changements-là dans la réglementation, c'est qu'on va en fait légaliser les spyware, légaliser les logiciels espions pour certains types d'industries puis certaines pratiques, mais pas d'autres. Donc ça, en soi, c'est dangereux. Et encore une fois, on appelle ça la loi canadienne anti-pourriel, mais c'est beaucoup plus large que simplement le pourriel. Ça va toucher, bien entendu, la vie privée de chacun d'entre nous sur nos machines. Alors, on se demande, en bout de ligne, la loi devait protéger le consommateur, mais là, si on regarde une fois que ça va être modifié, bien, ça va peut-être protéger les entreprises, en fait, beaucoup plus que le consommateur en bout de ligne. Juste, c'est un petit message là, que je voulais passer en conclusion. Donc voilà. S'il y a des questions, je suis à vous.